la salle d'attente. Il est 35, on va démarrer, puis on accueillera les autres au fur et à mesure s'il y en a qui sont en retard. Donc bonjour tout le monde, merci d'être là, ça fait plaisir. Je vais commencer par me présenter. Je suis Assia de l'association L'Appel de la Forêt. Nous organisons des sorties en forêt donc pour les enfants autour de Paris tous les mercredis après-midi et lors des vacances scolaires. Avec les autres présentatrices ce soir de ce webinaire, nous sommes toutes membres du RPPN, le réseau de la pédagogie par la nature, et chacune d'entre nous anime des ateliers autour de chez soi. Ce webinaire est né au début là, du confinement avec voilà, nos activités qui se sont arrêtées et l'envie de pouvoir permettre aux parents de reprendre la main et autour de chez soi de pouvoir emmener les enfants en nature. Donc on est ravis des annonces d'hier qui vont permettre à tout le monde de ressortir plus loin de chez soi. Et nous aussi, on est ravis parce qu'on va pouvoir retrouver nos groupes d'enfants habituels et des nouveaux. Voilà, donc ce soir, comme vous avez pu voir dans l'annonce, on va faire 3 parties. Il y a Isabelle qui va se présenter et faire une première présentation de ce qui est selon nous la pédagogie par la nature. Ensuite, nous vous proposerons quelques idées d'activités à proposer aux enfants en fonction de l'humeur du moment ou si vous avez envie, vous, d'être dans une stature de proposition. Et ensuite, il y aura un moment d'échange, donc vraiment n'hésitez pas à poser vos questions. Pour le moment, donc normalement, vous êtes tous en muet. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Je les sélectionnerai, je les mettrai de côté, on pourra les aborder tout à l'heure. Et puis sinon, en prenant la parole, vous pourrez lever la main et on vous donnera la parole voilà, après les petites présentations. Donc, j'accueille encore une personne. Et voilà, et je donne la parole à Isabelle. Bonsoir à tous. Alors je vais, alors en 2 mots, donc moi je travaille justement avec Assia à l'Appel de la Forêt. À la base, en fait, je travaillais dans le cinéma en tant que réalisatrice, mais comme beaucoup de mamans, à la naissance de ma fille, j'étais déjà assez passionnée par l'éducation. J'ai déjà animé beaucoup d'ateliers, notamment de cinéma. Et en fait, je suis en processus de reconversion avec l'objectif de créer une école alternative où justement la pédagogie par la nature et la nature soit, un socle vraiment essentiel dans le développement des apprentissages des enfants. Donc voilà, donc je travaille à ce projet et aussi en ce moment avec Assia et Anne-Jeanne d'ailleurs qui est aussi présente, qui a plusieurs casquettes mais qui travaille aussi pour cette association super chouette. Donc du coup, il y a ma fille qui vient. C'est pas. Alors donc du coup, la pédagogie par la nature. Attendez, excusez-moi, parce que là, je vais juste. Attendez, excusez-moi parce que c'est pas le moment. C'est l'heure du dodo. Et Victoria pourra très bien parler des sorties en forêt puisqu'elle les fait toutes avec nous. Excusez-moi, moi, je reprends comme ça parce que je crois que... Désolée, hein, c'est un peu... On parle des enfants, ça tombe bien. L'écran avec un petit PowerPoint, voilà. Voilà. Attends, c'est pas grave. Elle reste là pendant la présentation. Donc, plus de nature, moins d'écran. Donc, en fait, la pédagogie par la nature, elle s'articule autour de 3 plans, 3 points à retenir. Ce sont les participants qui sont au cœur du processus. Chacun est acteur de ses apprentissages et l'accent est mis sur un dialogue profond et constant avec le monde naturel. Donc, en fait, il y a aussi une question de régularité dans les sorties qui est importante, non seulement pour créer des liens, évidemment, avec la nature, pour se connecter au rythme des saisons, au rythme naturel, mais aussi entre les participants pour apprendre à se connaître. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, en fait, la régularité des sorties en nature. Donc, la pédagogie par la nature, finalement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est quelque chose où tout le monde est actif, initié par l'enfant, centré effectivement sur l'enfant. C'est quelque chose de progressif au rythme de chacun.
où il n'y a pas de notes, pas de compétition. C'est un processus d'exploration. Donc, il n'y a pas la notion de résultat. C'est vraiment l'idée d'une expérience qui soit stimulante, sensorielle, sociale, etc. Donc, c'est vraiment une sorte de voyage qui est proposé. Et à travers ça, il y aura de nombreux apprentissages et stimulations de toutes les compétences. La base, en fait, de la pédagogie par la nature, et qui est une base qui finalement est vraiment expérimentale, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que c'est ce que les enfants préfèrent. Et en plus, il a été prouvé par la science que c'était essentiel à leur bon développement, c'est le jeu libre. Alors, qu'est-ce que le jeu libre? Parce que c'est vrai que finalement, quelles sont la définition exacte, enfin en tout cas du jeu libre, c'est que donc elle est initiée par l'enfant. C'est lui qui décide des règles et de la durée. Ça ne veut pas dire que l'adulte est inactif, bien au contraire, l'adulte est présent et attentif. Il est là pour être en disponibilité, pour soutenir les enfants s'ils en ont besoin. Mais ce n'est pas l'adulte qui propose en premier. Donc ça, c'est les fondements. Mais après, les activités peuvent quand même trouver leur place. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'est un des piliers quand même de la pédagogie par la nature. C'est le jeu libre des enfants. L'adulte peut notamment donner des petites règles, par exemple, délimiter un espace qui reste visible, enfin pour que les enfants restent visibles. Donc en fait, l'intérêt du jeu libre, c'est que l'enfant sera à son apogée de motivation et de concentration. Et c'est ça qui va développer justement ces compétences qui sont essentielles pour les apprentissages. Et il va forcément aller vers les choses qu'il a à acquérir. Donc ça crée en fait un lieu vraiment individuel où l'enfant pourra s'épanouir de façon complètement individuelle et autonome. Alors, donc, ce qu'on a découvert, enfin, ce qu'on peut remarquer justement, et ce qui est utile dans la pédagogie dans la nature, c'est que les enfants, spontanément, ils vont trouver toutes sortes de trésors le long des chemins. Ça peut être des bouts de bois, des bâtons, des feuilles, même de la terre. Enfin, voilà, ils vont ramasser des coquilles d'escargots, tout ce qu'ils vont trouver, ils vont spontanément en faire des jeux, inventer des histoires avec, etc. Donc, c'est vraiment une base à tous leurs jeux. Et ça, justement, c'est un support pour l'imagination. Ça développe le langage et aussi leur capacité motrice, motricité fine et motricité globale. Alors, pardon? Ça va, vous arrivez à suivre? Je suis désolée d'avoir ma fille à côté. En fait, on avait simplement envie de vous rappeler aussi un petit peu pourquoi est-ce que finalement, parce que le jeu libre, c'est vrai qu'on peut le faire aussi chez soi en appartement, où il peut y avoir des activités qui développent toutes sortes de compétences et enfin, c'est pas vraiment des compétences, mais qui développent en fait les enfants. Mais en fait, la nature est vraiment un lieu extraordinaire d'une richesse infinie. C'est vraiment voilà, l'endroit de l'émancipation. Et donc, on avait juste simplement de vous rappeler quelques bienfaits de la nature. Donc, des bienfaits physiques sont effectivement que ça crée moins d'allergies, de diabète, d'asthme, de cholestérol, que ça développe justement les défenses immunitaires et les capacités psychomotrices. Par rapport aux défenses immunitaires, c'est vrai que là, on est bientôt en hiver, on est bientôt fin novembre, on n'est pas forcément motivé à aller dehors. Mais en fait, il y a eu vraiment plein d'études qui ont prouvé que plus on est dehors, même en hiver, moins on est malade. Donc vraiment, ayez-le en tête et n'ayez pas peur de sortir. Ensuite, j'ai bientôt fini ma petite présentation. On a encore une slide sur les bienfaits en fait, psychiques. C'est que la nature, en fait, dans l'humus du sol, dans les rejets chimiques, enfin rejets, c'est pas justement les bienfaits, le parfum chimique qui ressort des arbres et des plantes, il y a des substances qui créent moins de cortisol, donc moins de stress et plus de dopamine. Donc plus aussi du coup de bien-être, de capacité de concentration, de stabilité émotionnelle. Ça renforce l'estime de soi, la confiance en soi et ça accroît l'autonomie, le sens des responsabilités et même de la coopération. Donc c'est vraiment un lieu qui est vraiment très propice pour le développement des enfants et des adultes. Et voilà, et il y a une dernière chose que j'aimerais vous dire parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est quelque chose que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'en fait, j'avais lu une étude qui expliquait qu'ils avaient réussi à faire une analogie
entre être en nature sur des terrains instables, accidentés, très différents les uns des autres, grimper aux arbres, ça demande des capacités de spatialisation, de voir dans l'espace, d'anticiper le temps, la force du mouvement, etc. Et ça va permettre en fait à l'enfant, en ayant cette motricité quelque part du cerveau pour pouvoir ne pas tomber, ensuite de pouvoir développer ses capacités d'abstraction qui sont utiles notamment en mathématiques ou en philosophie. Donc c'est là-dessus qu'il va se baser. C'est vraiment d'abord sur le corps pour ensuite pouvoir construire un monde d'adultes. Donc c'est vrai que de pouvoir offrir ces expériences-là aux enfants et pas seulement être sur des sols plats et finalement vraiment assez pauvres finalement que sont nos villes, c'est vraiment un cadeau qu'on lui fait en fait. Et ça, c'est vrai que c'est des études toutes récentes qui nous l'ont prouvé. Je trouve ça assez rigolo de savoir ça en fait. Voilà, donc ça fait partie des trésors justement de la nature. Et donc, du coup, là, je vais passer la parole aux trois prochaines présentatrices qui vont vous présenter les activités. Et donc, en effet, on pourrait se dire, mais pourquoi présenter des activités alors que je viens de faire l'apologie du jeu libre? En fait, ce n'est pas l'un contre l'autre, mais c'est vrai que parfois, on a envie de se motiver d'aller en nature, mais on se dit peut-être que nos enfants même ne connaissent pas, sont peut-être réticents. Donc, parfois, d'avoir une petite activité, ça peut servir à stimuler, à donner envie, à explorer, à sortir de notre zone de confort. Et après, peut-être que le jeu libre peut prendre le relais. Mais du coup, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un en appui de l'autre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère que cette petite présentation aura été facile à suivre malgré la situation de ma fille présente. En tout cas, je m'excuse si c'était un peu difficile, mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter ça. Et je passe la parole à Pascal. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis enseignante spécialisée et je travaille dans la nature avec mes élèves depuis des années. Ça m'a donc permis de voir à quel point c'était important ce contact avec la nature. Et donc, j'ai développé beaucoup d'activités qui ont été très inspirées par la nature tout au long de mes enseignements. Et je vous en propose une. Je vais vous partager une activité qui est une activité plutôt d'observation. Alors, moi aussi, je vais vous partager l'écran. Je vous partage mon écran. Donc, une activité d'observation qui s'intitule « Les enquêtes du petit trappeur ». L'idée, c'est de savoir quels sont les animaux sauvages qui vivent dans notre environnement pour éventuellement aller à leur rencontre. Parce que quel que soit le lieu où on habite, où on va se promener en nature, même en ville, il y a toujours une faune sauvage, même si on ne la voit pas toujours de façon bien évidente. Et le but de cette activité, c'est vraiment d'aller à la recherche aux indices qui nous mettent qui nous montrent qu'il y a de la vie animale, sauvage, dans notre environnement. Un petit matériel quand même qui est bien utile pour cette activité, c'est au moins un petit sac, parce que ça nous laissera la possibilité de ramener quelques petits trésors à la maison pour pouvoir les étudier. Une loupe, c'est drôlement bien, ça se trouve assez facilement et ça permet quand même d'observer de près ce qu'on a trouvé. Et dans la mesure où l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des animaux, c'est bien de pouvoir faire des photos si on en rencontre. Donc, un smartphone ou un petit appareil photo, c'est aussi une bonne option. Donc, quand on part, on va suivre les traces et les indices laissés par les animaux. Je vais vous en décliner 4. Parce que en fait, l'idée, c'est de vous donner quelques exemples. Il y aura toutes les traces qui sont laissées sur le sol, les déchets organiques qui sont abandonnés par terre, les restes de nourriture, les lieux de vie des animaux, et puis, bien sûr, les rencontres qu'on va faire au fil de cette découverte. Pour suivre les traces, alors, vraiment, j'ai voulu éviter de vous donner une liste non exhaustive. Vous avez quelques exemples ici. L'idée, c'est vraiment comment dire, de pouvoir identifier les traces qu'on trouve et puis aussi les distinguer de celles qui sont laissées par exemple par les chiens qui sont des animaux domestiques pour nous concentrer un petit peu plus sur les animaux sauvages.
Là, la possibilité, quand on est dans cette observation-là, c'est de ou les prendre en photo ou éventuellement les dessiner pour essayer de les identifier peut-être a posteriori quand on va rentrer ou quand on va avoir le temps de regarder dans des livres. Ça peut être des traces sur le sol laissées par des animaux, mais ça peut être aussi des traces laissées sur les végétaux, donc des parties de plantes qui ont été broutées ou des traces laissées de passage d'animaux. Donc voilà quelques exemples. Les déchets organiques, là, c'est quelque chose d'assez riche. Il y en a beaucoup de toutes sortes. Là, c'est pareil, le sac, c'est le moment de s'en servir pour récolter tous ces petits trésors. Bon, il y en a qu'on n'est pas obligé de récolter, hein, les crottes, c'est pas forcément une bonne idée, mais en général, on trouve facilement des plumes, des petites coquilles, des choses comme ça. Quand on a de la chance de pouvoir aller dans des espaces vraiment très sauvages, on peut trouver aussi des choses un petit peu plus rares, comme les pelotes de réjection, c'est là, les pelotes de réjection des chouettes qui en fait ce qui reste de la digestion et qui est recraché par la chouette, dans lequel on peut trouver des petits os, des dents, tout ce qui n'a pas été digéré en fait. Bon, il peut nous arriver de trouver aussi des vrais trésors, comme ben voilà, des boîtes cervidées ou des mues d'insectes, mais plus communément, les plumes, les crottes et les coquilles, ça c'est assez commun. L'idée, c'est aussi vraiment de ne ramasser que ce qui est abandonné sur le sol. Il n'est pas question d'aller fouiller dans les nids enfin, voilà, quoi, ou de décrocher des morceaux de branches. On se sert de ce qui est déjà disponible par terre. Avec tous ces petits trésors, après, on peut, à la maison, décider de créer une petite boîte, un cabinet de curiosité, par exemple. Et toujours pareil, l'idée, c'est de déterminer à qui appartiennent tous ces petits objets qui sont laissés dans la nature. La nourriture, les traces laissées par les animaux dans la nourriture. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est un indice qu'on peut trouver assez facilement. Donc vous voyez quelques exemples ici. Les restes de nourriture, bien sûr, on peut les ramasser aussi. Et le but du jeu, c'est de deviner qui a été le gourmand dans ce cas-là. On peut observer alors peut-être plus en forêt, des troncs qui sont piqués comme ça, mais bon voilà, des fruits mangés, des petits pommes de pin rongées, ça c'est assez commun. Et puis alors, indice intéressant aussi, c'est tout ce qui concerne le lieu de vie des animaux. Donc ça peut être très très variable aussi. Il faut ne pas oublier surtout de lever la tête, parce qu'il y a effectivement, surtout là en ce moment que c'est l'hiver, moins de feuilles dans les arbres, donc on voit beaucoup plus facilement les nids. Les jumelles, c'est intéressant si on en a, de pouvoir les sortir à ce moment-là. Les nids de toutes sortes, ça peut être dans les arbres, ça peut être accroché aux arbres, ça peut être aussi dans la terre. Les trous plus ou moins gros, carrément des terriers ou même des petits trous de petits rongeurs, mais on n'oublie pas non plus même juste les vers de terre qui laissent des petites turicules, vous savez, ces espèces de petits vermisseaux de terre qui sortent quand ils digèrent. Bon voilà, tout ça, ce sont des indices qu'on peut trouver. Il y en a qu'on peut trouver très communément, il y en a qu'on trouve un petit peu plus laborieusement, mais qu'on peut trouver autour de chez nous. Les cocons, les nids, les abeilles, on évite de s'en approcher. Par contre, oui, on peut, si on est équipé de jumelles, éventuellement regarder ça de loin. L'idée, c'est de surtout pas aller déranger les habitants non plus, de les laisser tranquilles. Voilà, on a repéré quelque chose, on peut le photographier aussi. On peut aussi soulever une pierre, parce que sous les pierres, il y a beaucoup de vie. Et se rendre compte qu'en soulevant juste une pierre ou une vieille souche ou un vieux morceau de bois, on peut trouver beaucoup de petits insectes. N'oubliez surtout pas à ce moment-là de bien les remettre en place pour éviter de les déranger. Et puis, vous pouvez continuer votre exploration. Une fois qu'on a réussi à suivre ces animaux, on peut les rencontrer parfois.
Donc, pour les rencontrer, si par exemple, on est dans un endroit où on peut entendre des chants d'oiseaux, c'est intéressant de pouvoir essayer de repérer quel est l'oiseau qui chante. Là aussi, la jumelle, ça peut être utile. C'est aussi important pour les petites bêtes, là je pense plutôt aux petites bêtes et aux insectes, de penser à se baisser pour se mettre à leur hauteur et pour les observer dans leur milieu naturel, plutôt que de les capturer, de les mettre dans des boîtes pour les observer. On apprendra plus de choses en les observant, en les laissant dans leur milieu naturel. Et puis, pour espérer voir des petits mammifères, des animaux un petit peu plus gros, ou alors un petit peu plus impressionnants, il y a quelques règles de l'affût à respecter. Et la première, c'est l'invisibilité sensorielle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rester le plus silencieux et immobile possible. Éviter les odeurs, donc c'est pas la peine de se parfumer trop pour aller en nature et aller chercher des animaux, parce qu'en fait, ils vont nous sentir venir bien avant nous et donc ils vont nous fuir. Et si possible, vraiment, si on a envie de rencontrer des animaux et que vous voulez partir avec un appareil photo pour en capturer un qui croise votre route, essayez d'évoluer à contre-vent pour que votre odeur à vous parte derrière et que l'animal ne vous sente pas arriver. L'idée, c'est que votre odeur, que le vent souffle dans votre visage pour que votre odeur parte derrière vous. Pour aller un petit peu plus loin, parce qu'une fois qu'on a rencontré tous ces animaux, qu'on a trouvé tous ces indices, etc., c'est très intéressant justement de mutualiser tous ces trésors, tous ces indices qu'on a trouvés et coopérer pour trouver à qui appartiennent toutes ces traces. Je vous propose 2 livres, c'est mes 2 préférés. L'imagerie de la forêt, c'est vraiment pour les plus petits parce que les illustrations sont simples, les textes sont basiques. Le copain des bois, c'est déjà un petit peu plus complet. C'est vraiment 2 livres dans lesquels même moi, j'apprends tous les jours des choses quand je cherche avec les enfants des informations. Et bon, voilà, il y a toute une déclinaison dans la collection de l'imagerie et du copain des bois qui vont parler. Il y a des spéciaux animaux, des imageries et des copains petites bêtes sur les oiseaux, sur la nature, sur le jardinage. Enfin, ça, c'est vraiment une mine et les enfants adorent. Donc, c'est validé par les enfants sans problème. Voilà, donc activité pour permettre à tous les enfants qui seront avec vous de coopérer en mutualisant leurs trouvailles et en cherchant ensemble à qui appartiennent tous ces indices trouvés, avec, si possible, le plaisir de pouvoir rencontrer vraiment les animaux et puis avoir la fierté de les photographier. Ça, c'est encore c'est un peu la cerise sur le gâteau dont parlait Isabelle tout à l'heure. C'est encore mieux, mais ça ne marche pas à tous les coups. Ça motive pour y retourner une fois encore. Et puis, on arrive toujours à rencontrer d'autres animaux quand on sort à chaque fois. Voilà, mais je vais laisser la parole maintenant à Anne-Jeanne qui va vous présenter une activité plus sensorielle. Merci. Merci Pascal. J'attends que ça... Bon, voilà. Merci Pascal. Donc moi, je suis Anne-Jeanne. J'ai 3 enfants. J'ai grandi à la campagne, donc j'ai une fluidité par rapport à la nature, même habitant à Paris maintenant. J'ai toujours besoin de ce rapport-là. Et j'aime beaucoup la transmission et transmettre ça, et particulièrement aux enfants. Je suis éducatrice Montessori depuis plus de 10 ans maintenant, donc la transmission, au bout d'un moment, ça me connaît. Et depuis quelques années, en fait, j'ai souhaité se faire rencontrer vraiment, re-rencontrer d'ailleurs, la nature et Montessori, et particulièrement dans la ville, et à Paris. Et donc maintenant, je suis éducatrice nature et j'ai à cœur de transmettre à travers des jeux et des créations de la nature, issues de la nature, les secrets, les vertus et l'intelligence de la nature. Et j'insiste sur l'intelligence parce que, en fait, on ne la connaît pas assez, on ne transmet pas ça assez aux enfants. Et je pense que c'est en transmettant ça qu'ils vont, eux, recevoir, être dans le respect par rapport à la nature et pas
avec tout ce qu'on peut être dans le côté anxiogène, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, il est interdit de faire ça. Voilà. Et le respect, pour moi, peut aussi venir avec tout ce qu'on peut transmettre par rapport à son mystère et à sa beauté. Et aujourd'hui, donc, comme le disait Isabelle tout à l'heure, je travaille également dans l'Appel de la forêt avec Asia et Isabelle. On est dans la même équipe, donc les animations nature en forêt le mercredi après-midi. Et également, j'anime des sorties nature tous les dimanches matins dans les jardins de Paris, pour les 2 et 8 ans et leurs parents. Ça, c'est important pour moi à ce moment-là, parce que je trouve important qu'il y ait une reconnexion des parents et des enfants, et des parents aussi, des enfants en même temps, parce qu'il y a un vrai échange finalement, un vrai partage qui se passe entre eux sur le moment, très riche, et quelque chose continue à vivre après l'activité. Voilà. Et également, j'anime des ateliers et des anniversaires nature à la demande, des ateliers et des stages nature pendant les vacances, voilà, pendant les vacances scolaires. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une activité sensorielle et qui a un vrai lien avec l'univers Montessori parce qu'on s'est rendu compte que l'enfant explore le monde avec ses sens, particulièrement les plus jeunes enfants, à partir de jusqu'à 7 ans, vraiment, on est vraiment dans le sensoriel, après ça rentre là-dedans. Et Maria Montessori disait justement que la main est le cerveau externe de l'enfant. Et donc, on a besoin de 2 sacs à mystère, que j'appelle 2 sacs à mystère, que je peux vous montrer là, par exemple, 2 petits sacs tout bêtes. Et à l'intérieur de ces sacs, on va partir à la chasse au trésor avec les enfants pour ramasser ensemble, et ça, c'est important de le faire ensemble, des choses de la saison. Et ça aussi, c'est important, j'insiste sur la saison, même si c'est ce que vous allez trouver, mais pas rajouter des choses qui sont hors saison pour qu'ils se rendent compte sensoriellement de la saison. Et donc, par exemple, là, je vais vous montrer ce que j'ai. Et on le fait ensemble et on nomme. Donc, par exemple, là, j'ai une bogue de châtaigne, un marron, je vous montre, hop, sensoriel. On est dans le sensoriel, alors je vous montre les choses. Une cupule et je donne les noms, c'est important, on n'est pas très important, on n'est pas en train de faire, de remplir de savoir et de faire des petits singes savants, mais on donne juste les vrais noms des choses. Et surtout, les enfants, ils adorent les noms. Donc, franchement, ne pas se lasser. Ça, c'est l'akène. Akène, c'est le fruit du platane. On peut avoir aussi une châtaigne, justement, avec le marron, c'est différent. La bogue de marron. Et là, on a chacun un petit sac. Donc, je vous fais la présentation. Chacun un petit sac. Donc, ça peut être super sympa ou entre 2 enfants, ou adultes et enfants. Il y a un vrai échange qui se passe. Très important. Donc, on sait ce qu'on a mis dans le sac. On les a sentis, on les a touchés, on les a regardés à la loupe. On peut avoir une loupe aussi. Et là, sans regarder, donc on est dans le sensoriel touché, dans le 6e sens, on va dire, si c'est le sens stéréognostique, donc le toucher sans regarder. Et pour les plus jeunes, donc ça c'est les plus jeunes, on n'est pas du tout dans le mot, dans le nom, on va être juste dans le sens et dans la vue. Et on va dire à l'enfant, montre-moi, et on sort, toc, je sors de mon petit sac, montre-moi ça, sans donner le nom. Après, si l'enfant veut savoir comment ça s'appelle, il n'y a aucun souci, c'est hyper important de nourrir ça. Mais on n'est vraiment pas en train de lui faire une leçon d'information à rentrer comme si c'était un vase qu'on voulait remplir. Le but, c'est d'éveiller quelque chose et pas de remplir de savoir. Donc, hop, montre-moi ça. Et on continue, montre-moi. Et l'enfant, il fait la même chose. L'important, c'est surtout ne pas regarder, hein, on est d'accord. Hein. Les 2 mains sont à l'intérieur et on ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Et montre-moi ça. Donc, on lui montre. Hop. Là, c'est la bogue de marron. Pour les enfants qui ne savent, qui ne sont pas du tout trop dans le langage. Ensuite, bien sûr, quand on grandit un petit peu, on est dans le langage. On fait exactement la même chose, mais on dit à l'enfant, donc on cherche dans notre sac comme ça, sans montrer, donne-moi Aken. Et donc là, il réfléchit, etc. Bon, bref. Et toc, il va sortir Aken ou pas. Le but, ce n'est pas de réussir, le but, c'est d'être en exploration pour réussir quelque chose. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on inverse les rôles à un moment donné, et c'est l'enfant qui dit à son parent ou à son frère ou sa sœur, donne-moi cupule. Et donc lui, il est hyper fier, il peut se tromper, le parent peut se tromper. C'est des mots qu'on ne connaît pas en fait. Donc, on apprend à connaître, et donc l'adulte aussi apprend à connaître. Et on est au même niveau que l'enfant. Et c'est ça qui est très beau, c'est un vrai partage et c'est une vraie connexion du moment pour tout le monde. Et après, plus on grandit,
plus l'enfant grandit, on peut vraiment perfectionner justement ce langage. Donc déjà, rien que cupule, bog, etc. Samar, et j'avais Samar aussi, je voulais vous montrer, c'est le fruit de l'érable. Plein de choses comme ça de la nature qui sont des vraies découvertes, des vrais mots. Voilà, et c'est important de donner les vrais mots. Et plus ils grandissent, et plus ils veulent, s'ils ont envie d'accéder dans des choses plus précises, eh ben on peut aller sur les feuilles, par exemple. Donne-moi une feuille de chêne, donne-moi une feuille d'érable, donne-moi une feuille de platane, etc., etc. Voilà pour tout ce qui touche au sens. Et faites-vous plaisir et observez, écoutez avec tous vos sens, frottez les oreilles pour écouter, ouvrez les yeux, faites semblant d'être un aigle pour voir encore mieux, faites semblant d'être un loup pour sentir encore mieux, etc. Il y a tous des jeux comme ça au niveau des sens à explorer. Voilà, prenez plaisir. Merci Anne-Jeanne. Et alors, après avoir observé la nature, ensuite on a appris à la toucher, éveil sensoriel. Et Nora, maintenant, c'est toi qui vas nous présenter une activité créative. Voilà, pour une fois qu'on a bien tous les sens en éveil, qu'on a bien tout vu et qu'on est complètement plongé en nature, et bien souvent les enfants sont moteurs pour des activités créatives et c'est les premiers à créer plein de choses avec justement toutes ces petites choses qu'ils ont trouvées en chemin. C'est ça. Donc, bonsoir à tous. Oui. Donc moi je suis Nora, je suis fondatrice donc, de l'association aussi Autour de la nature, donc une association dans le sud parisien, sud Val-de-Marne, qui propose des ateliers donc principalement au week-end, des jours fériés pour les enfants de 0, je dirais, hein, jusque 12 ans, accompagnés des parents. Voilà, donc je pratique ça depuis le confinement dernier, là. Et avant ça, donc je suis formée aussi, tout comme Anne-Jeanne, à la pédagogie Montessori, alors particulièrement moi en 0-3 ans. Donc avec l'arrivée de mes enfants, c'est ce qui m'intéressait aussi. Donc, sans transition, Anne-Jeanne vous a présenté ce qu'il était possible de faire avec plein d'éléments, des trésors de la nature. Donc, une fois que vous avez fait ces petites récoltes et que vous avez joué à ce jeu de reconnaissance, moi, je vous propose de faire en sorte que vos enfants investissent complètement les objets qu'ils auront récoltés pour en faire des créations personnelles, pour vraiment aller toujours au bout de cette démarche de construction de soi. Donc, en fait, là, avec ces objets-là, on va fabriquer un mobile sauvage. Donc, c'est une activité qui peut complètement se faire sur le lieu sur lequel vous êtes en balade ou alors à la maison en rentrant avec vos petits trésors, vos sacs à trésors. Donc, le matériel ici qu'il vous faudra, c'est un bâton, donc une sorte de grand bâton qui peut vous servir à accrocher tout plein de fils ou de cordelettes pour y suspendre les trésors récoltés. Ce que je vous invite à faire quand vous proposez cette activité à votre enfant, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'il se l'accapare pour que sa créativité ne soit pas du tout biaisée par la vôtre. Donc, vous posez dans un petit coin avec vous-même un petit bâton. Vous commencez à réaliser ce mobile sauvage et instinctivement, donc l'enfant va être attiré par ce que vous faites parce qu'ils sont beaucoup dans l'exemplarité des parents en tout cas. Et là, vous le laissez faire en fonction de ce qu'il aura ramassé, de ce qu'il aura envie de suspendre à son mobile. En fonction de l'âge aussi de l'enfant, donc évidemment, on va l'aider pour venir nouer parce qu'il y a pas mal de nœuds. Je vais essayer de passer à la slide suivante pour vous. Hop. Il y a quelques nœuds à faire tout de même, donc s'il est vraiment trop petit, on peut le laisser essayer un petit peu pour jouer sa préhension avec les doigts, pour travailler en tout cas ça. Sinon, donc pour éviter aussi un peu le rejet et le fait qu'il soit exaspéré par l'échec, n'hésitez pas à filer un petit coup de main. Mais pour les personnes un peu plus grandes, enfin les enfants pardon, un peu plus grands, donc au-delà de 4-5 ans, il ne faut pas hésiter à
à faire des gestes, vous, quand vous pratiquez votre mobile, quand vous réalisez votre mobile, à faire les gestes les plus lents possibles pour qu'il puisse imiter dans les nœuds, les fils qui passent, qui rebouclent, etc. On tire bien. Et ensuite il pourra reproduire. Donc là, je vous ai donné c'est une petite variante à faire. Hein. On peut les faire de manière un peu plus jolie. Je vais juste vous montrer, parce que je l'ai réalisé juste avant. Donc ça, c'est la récolte de cet après-midi avec les enfants. Et ce qui est super, comme a dit Anne-Jeanne et Pascal juste avant, c'est de jouer avec la saisonnalité. Donc, c'est très important, vraiment, pour qu'ils comprennent un petit peu ça et qu'ils soient sensibles. Et puis, en plus, bon, voilà, là, on est à l'approche des fêtes de Noël. J'ai essayé de faire quelque chose avec du fil un peu brillant, en mettant des petites feuilles de pain là-dessus, les fleurs de saison, des petits bouts de bois. Donc, vraiment, vous laissez libre cours ça. Il sera vraiment ravi d'orner sa chambre dessus de lit ou autre avec sa réalisation. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de continuer au fil des saisons et même au sein même d'une même saison en fonction du lieu sur lequel vous êtes. C'est très intéressant de voir les trésors. En fait, les trésors peuvent varier, peuvent changer. Donc voilà, pour nourrir cet enthousiasme de l'enfant qui est très, très important pour son apprentissage, si on veut qu'il y ait apprentissage derrière, mais tout simplement pour créer en fait ce lien avec la nature qui est très important. L'enthousiasme est primordial. Voilà, donc pour cette fille, alors il y a tout plein d'autres réalisations que vous pouvez faire. Hein. Je suis assez manuelle, donc c'est vrai que les constructions de cordes, etc., c'est les restes de scoutisme aussi qui aident. Donc les enfants, les garçons surtout, adorent ça, mais vraiment. Donc ne pas hésiter, toujours, je le mettais dans la slide juste avant, à avoir avec soi quelques cordes, les bâtons, ça se trouve sur place, hein, mais des cordes. Quand je parle de cordes, c'est des petits fils ou des petites cordes de jute qu'on trouve un peu partout pour vraiment pas trop cher. Et puis voilà, les laisser fabriquer hein, vraiment tout ce qu'ils veulent avec ce qu'ils trouvent, c'est vraiment génial. Donc voilà pour la partie activité créative. Je vais juste vous faire un petit topo rapide sur le matériel et les équipements à avoir. Donc, on vient d'évoquer là les différents types d'activités qu'il peut y avoir. C'est important de prendre ça en considération parce que ça peut faire partie des choses qui refroidissent un peu le parent déjà, hein, pour laquelle il peut se dire bon, j'y retourne pas, je remets pas le couvert parce que ça s'est mal passé de ce côté-là. Mais aussi pour l'enfant, pour le mettre vraiment en totale liberté et, dans la nature pour toucher, pour aller faire vivre ça, ce côté sensoriel et puis créatif derrière. C'est une phrase qu'on voit souvent et qui veut tout dire. Hein. Donc, pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Donc, bien sûr, un gros orage, on évitera de sortir, on le laissera passer. Mais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il neige, les activités sont d'autant plus variées. Donc, vraiment, n'hésitez pas, habillez vos enfants en conséquence. Un petit coup par la fenêtre et on voit ce que ça donne. Par exemple, j'ai toujours un petit imperméable pour les enfants dans la voiture et leurs bottes sont toujours dans mon coffre de voiture. Comme ça, de toute façon, à chaque fois où je me trouve, je ne pourrais pas leur dire non déjà. Donc, il faudra assumer ça. Et ensuite, voilà, ça leur fait des expériences, quel que soit le temps. Donc, ça, c'est sympa. Donc, comme je le disais tout à l'heure, de la corde, de la ficelle. Alors, si on peut, effectivement, il y a des petites loupes qui se trouvent pour pas trop cher. C'est très sympa pour aller se mettre à quatre pattes, voir un petit peu la vie qu'il y a au sol. Des jumelles, pourquoi pas, pour aller regarder nos amis les oiseaux, les nids, tout ce qui est un petit peu en l'air. Des carnets et des stylos, les enfants, une fois qu'ils ont ça, ils investissent clairement parce qu'une fois qu'on lui explique qu'il peut y noter ou coller avec un petit bout de scotch un petit rameau qu'il a ramassé, une petite feuille, quelque chose pourquoi pas initier un herbier, c'est quelque chose qu'ils aiment bien, donc ils investissent clairement. Et puis un sac pour les petites trouvailles, les petits trésors à ramener à la maison.
bon, ça, en tant que parent, vous le savez certainement, hein, de quoi soigner, on ne sait jamais, surtout avec le jeu libre dont on a parlé avant et les risques mesurés qu'on essaye de laisser à ses enfants. Donc, voilà une petite trousse rapide pour soigner et puis de quoi manger, bien évidemment, pour la fin de sortie. Donc, voilà pour moi, pour ma part, sur cette… je crois que je clôt en plus la présentation. Donc, Oui, je te redonne la main à Sia. Oui. Merci beaucoup, Nora, c'était super. Comme on a pu dire dans le chat, en effet, on est plusieurs à avoir participé à tes sorties et elles étaient vraiment très bien. Celle d'Anne-Jeanne aussi, d'ailleurs. Moi, je les ai toutes testées. Pascal, juste entre adultes, pas avec enfants. Et donc maintenant, n'hésitez pas. Alors, vous n'avez pas posé de questions, il me semble, dans le chat. En tout cas, je ne les ai pas vues passer. Enfin, la seule que j'ai vue passer, c'est concernant le partage des docs. Donc oui, le webinaire est enregistré. Donc, on vous l'enverra et vous aurez tous les docs à nouveau visibles. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions ou même des remarques, vous-même des témoignages à donner sur vos expériences en nature avec vos enfants. Je crois que vous êtes à la fois parents, il y a des éducateurs, il y a des enseignants. Donc, n'hésitez pas à partager votre vécu également. Et si personne n'a encore pris la parole, j'aurais une petite réaction sur la proposition de Nora, qui me rappelle un article que j'avais lu d'une maman, une animatrice qui disait moi, mon enfant, il avait trouvé un déchet en fait dans la nature, quelque chose, un bout de plastique, où évidemment c'était ça qu'il avait voulu mettre sur son mobile. Et la maman au début était genre non, on n'est pas venu là pour ça. Et puis en fait, si. Voilà, c'est lui qui est là, c'est sa trouvaille à lui, ce sera son moment à lui, ensuite il y réfléchira. Mais en effet, l'adulte pourrait intervenir le moins possible. Tout à fait, ouais, c'est ça. Alors, c'est exactement ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Ils ont trouvé des petites crottes. Je n'ai pas su identifier ce que c'était, mais assez solide pour que ça puisse tenir sur un mobile, en tout cas ficelé. Et encore une fois, faut surtout pas bloquer ça, quoi. C'est les prémices en fait de cet intérêt pour la nature. Donc, au contraire, c'est génial. Enfin, il faut quand même faire attention aux crottes, notamment. Les crottes, c'est à peu près une des seules choses qu'il vaudrait mieux ne pas toucher, notamment les crottes de mammifères. Mais à part ça, c'est vrai qu'il y a très peu de choses qui sont dangereuses. Alors, il y a Shafia même les champignons, on a beaucoup peur des champignons, oui. Mais il faut savoir que les champignons, pour vraiment s'intoxiquer, il faudrait plus que le toucher. Il faudrait vraiment en manger, etc. Et souvent, on interdit aux enfants, touche pas les champignons, on sait pas. Donc là, on est dans la peur et on transmet cette peur. Mais en fait, on pourrait le toucher. Même, il paraît, mais ça, on ne va pas leur demander, on pourrait le lécher sans être complètement malade. En fait, il y a des milligrammes à manger vraiment pour être… Après, ça dépend du champignon, parce qu'il y a des champignons qui sont plus ou moins, bien sûr, toxiques. Mais le toucher, normalement, ne rend pas vraiment complètement malade. Voilà. Donc, voilà, on les invite à ne pas toucher, mais ne soyons pas dans le côté « Ah, il ne faut surtout pas toucher », voilà, donner le côté anxiogène. Après, je rebondis justement sur le matériel à avoir. Effectivement, j'ai oublié. Il existe des guides pour 2 €, par exemple. Il y a des guides très faciles d'accès qui peuvent vous rassurer sur vos sorties, justement par rapport à ces champignons, par rapport aux crottes trouvées, est-ce qu'on peut toucher ou pas. Là, j'en ai, c'est les éditions Milan qui font ça, sur les champignons, les traces et empreintes sur lesquelles on retrouvera effectivement les crottes. Voilà, c'est des choses qui peuvent écarter les risques et puis vous mettre en confiance et ne pas bloquer la curiosité de l'enfant. Donc, ça aussi, si vous avez l'occasion, c'est pas du mandatory, mais si vous avez l'occasion que ça vous intéresse de vous en procurer, c'est sympa. J'ai vu qu'il y avait une réaction de Shafia sur le chat où vous dites que vous aimeriez vraiment arriver à inclure ça à l'école. Vous êtes vous-même enseignante ou vous aimeriez que ce soit pour vos enfants? Non, c'est plutôt pour mes enfants.
D'accord. Ouais. Et là, en fait, on est dans une toute petite école qui est menacée de fermeture. Et donc, je suis en train de voir parce que je pense que ça peut être une bonne idée d'inclure des choses comme ça et ça peut donner envie aux gens de venir. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de demandes de ce côté-là, que les enfants retrouvent la nature, réapprennent voilà, les éléments qui les entourent. Et ça serait vraiment chouette que les choses évoluent de ce côté-là, je trouve. Oui, oui. Et il y a des enseignants vraiment qui maintenant emmènent leurs enfants une matinée par semaine, même dans Paris. Ça peut être un parc voisin, ça peut être pas besoin de faire des kilomètres. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des enseignants qui arrivent à mettre ça en place. Bah, c'est bien. Il y a Isabelle qui demande si on a suivi des formations spécifiques sur la pédagogie par la nature. Oui, alors on est plusieurs à avoir suivi la formation en ligne qui est proposée par Éveil et Nature, qui s'appelle la formation Passeur de Nature, qui est vraiment excellente pour se lancer, parce elle est en ligne, donc elle est vraiment accessible, même si on n'est pas à proximité, ils sont dans la Drôme, et avec plein de vidéos, énormément de cas concrets et de propositions d'activités également. Oui, une mine d'activités. C'est ça, ouais, exactement. Et il y a aussi, pour certaines d'entre nous aussi, qui ont suivi des formations plus courtes et en présentiel, auprès notamment autour du feu, donc Julie Ricard qui et de route qui dispense, je crois, sont là et de route, ouais. Et de route, je crois que je l'ai vu effectivement, qui dispense ces genres de formations en présentiel sur des thématiques précises. Pour je voudrais en revenir un petit peu à l'intervention sur l'école. En plus, là, il semble que la période un peu bizarre que nous venons de traverser a vraiment ouvert justement cet accès à la nature dans les écoles, parce que se contraindre à respecter des règles d'éloignement, etc., ça a permis justement de s'autoriser davantage de sorties, davantage de cours, mais même dans la cour de récréation, c'est tout simple. Et ça a réactivé au niveau du ministère de l'Éducation nationale une vraie intention de plus d'immersion en nature. Après, c'est encore un petit peu le début, mais ça semble être une bonne entrée en matière en tout cas. Alors, il y a quelques questions en ligne. Le réseau de la pédagogie par la nature dispense-t-il des formations spécifiques Forest School? Justement, c'était les formations dont on parlait de Julie et Ruth avec Autour du feu et l'école buissonnière dans la Drôme et en Bretagne. Donc, vous pouvez prendre la parole, vous les présenterez mieux que moi, vos formations qui ont lieu deux fois par an. Quand elles ne sont pas annulées, malheureusement, à cause du confinement, ce qui a été mon cas. Et voilà, et Éveil et Nature, pour le moment, en France, c'est tout ce qu'il y a. Sinon, il y a les autres formations, c'est plus des formations sur l'éducation au développement durable. Il y a aussi les HILS, qui est une autre type de formation sur la nature, qui comme je ne sais pas si c'était vraiment clair dans nos présentations, parce que c'est vrai qu'on a parlé de choses à faire ou comme ça, mais on se connaît depuis pas mal de temps et je crois que chacune, on a vraiment l'idée qu'on n'est pas là pour remplir la tête des enfants de noms, même si les noms sont importants et peuvent être un plaisir, mais vraiment, je pense que c'est important de transmettre, c'est vraiment le côté sensoriel de la nature, le fait d'être en nature, de laisser l'enfant s'approprier en fait cet environnement. Et c'est vraiment de se connecter en fait à la nature. Donc c'est vrai que la pédagogie par la nature a aussi cette fonction-là, qui permet aussi après en fait de stimuler l'envie aussi d'apprendre des enfants. Mais c'est pas nous l'adulte qui allons forcément être à l'initiateur de ça. On peut proposer des choses, mais comment dire, il faut toujours que ça soit vraiment. Enfin, on n'est pas à l'école, quoi. La pédagogie par la nature, c'est un peu un renversement. Et par exemple, dans les HILS, ils parlent d'école invisible. Donc, les enfants sont là et en fait, c'est eux-mêmes qui naturellement voudront savoir comment ça s'appelle et c'est eux-mêmes qui vont aller voir dans le bouquin. Et en fait, l'adulte n'a même pas besoin presque de savoir la réponse lui-même. C'est pas parce qu'on n'est pas naturaliste ou qu'on n'y connaît rien de la nature qu'on ne peut pas sortir
avec nos enfants et avoir du plaisir et tous apprendre des choses en même temps ou pas, mais avoir tout autant de plaisir, de bienfait, de joie à une sortie en fait. Bien au contraire, ouais. Bien au contraire, comme dit Isabelle, le défaut de naturalisme qu'on a c'est un plus en fait quand on accompagne un enfant parce qu'on va s'émerveiller naturellement sans se forcer en fait. On va s'émerveiller avec lui, on va découvrir avec lui. Et ça, pour l'enfant, le fait de savoir qu'il est au même niveau que l'adulte qui apprend, ça fait accroître son enthousiasme et son envie d'apprendre. Je dirais que c'est aussi plaisant d'apprendre pour les enfants que pour les adultes, en fait. Et moi, j'ai même, souvent quand on me pose la question pendant les ateliers et que je ne connais pas la réponse, et ben, j'ai grand plaisir à dire « Ah, merci, quelque chose que je ne connais pas, je n'ai pas la réponse, et s'il vous plaît, si vous l'avez, la semaine prochaine, renseignez-vous et ensemble, trouvons la réponse. Demandez autour de vous, demandez à votre famille ou cherchez dans les livres. Mais merci parce que j'apprends avec vous aussi. Vraiment pour leur montrer que je ne suis pas sur mon piédestal à leur verser des choses, à les remplir, mais que c'est un aller-retour hyper riche et hyper agréable en fait. Oui, c'est même eux qui sont source d'inspiration parce que Ouais. c'est eux qui s'émerveillent naturellement, peut-être plus que nous, parce qu'on a, nous, des habitudes qui sont déjà bien installées. Et le fait qu'eux se posent des questions auxquelles on n'aurait pas pensé, ben voilà, ça nous fait aussi découvrir beaucoup de choses. Clairement, quand on accompagne dans ce contexte-là, encore une fois, on apprend autant que les enfants, peut-être même plus, hein, il n'y a pas de doute. Après, ce que je pourrais rajouter, c'est si vous avez des enfants, plusieurs enfants de coups d'âge différents, c'est très intéressant ça, le fait de les mettre en coopération ou de les mettre en entraide quand vous n'avez pas, ou même quand vous avez une réponse à une question d'un petit enfant et que vous savez que le plus grand a cette réponse-là, le fait de le rediriger vers l'aîné ou en tout cas quelqu'un qui a la réponse de sa fratrie, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour créer cette coopération, cette cohésion et cette entraide en fait qu'on cherche aussi dans la pédagogie par la nature. Ça peut même être une coopération de compétences, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose d'intéressant à aller voir, je ne sais pas moi, par exemple dans un arbre un peu en hauteur, et puis que il y en a un qui ne se sent pas très à l'aise avec la hauteur et l'autre qui grimpe aux arbres facilement, il peut aller pour son copain ou son frère ou sa sœur voir pour lui. S'il y en a un qui sait lire, il peut regarder enfin, il peut lire pour les autres. S'il y en a un qui sait... Enfin voilà, l'idée c'est que chacun a ses dons, chacun a ses talents et dans ce contexte-là, tout le monde peut s'exprimer et une réelle complémentarité de compétences que tout le monde peut partager en coopérant, quoi. Il y a Shafia qui a une question qui dit qu'elle est une future assistante maternelle et elle demande des conseils pour les plus petits. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre pour l'accompagnement pour les plus petits? Je ne sais pas si Rachel est là. Rachel n'est pas là, mais est-ce que quelqu'un a envie de répondre? Même parmi les participants. Il y a peut-être des experts. Mais pour les plus petits, moi, ce qui me vient comme ça, c'est déjà commencer par tout ce qui est hyper sensoriel, quoi. Aller explorer, marcher pieds nus, aller toucher, aller écouter, aller sentir. Dès qu'on est dans la sensorialité avec les tout petits, c'est une vraie belle porte d'entrée. Donc oui, ça, c'est le... Les plus petits... Ouais. Je rebondissais juste pour acquiescer à ce que tu disais, Pascal. Les plus petits sont en tout cas entre 0 et 3 ans. Hein, ils sont dans... Maria Montessori disait qu'ils sont vraiment dans la construction du soi, donc ils ne sont pas dans le jeu coopératif, c'est pour les plus grands. Ils sont vraiment dans je fais les choses pour moi, j'essaye déjà de me construire le jeu. Et du coup, ils sont plus individualistes dans le sens où voilà, ils sont là à être en contact avec le milieu
avec l'environnement. Et donc, effectivement, toute la sensorialité, c'est le moment. Après, en y allant vraiment tout doucement hein, pour éviter les hypersensibilités à certaines choses. Mais voilà, les jeux vont être dans juste l'information. Elle en parlait tout à l'heure, pardon, Anne-Jeanne, dans le sac à mystère. C'est un jeu qui est très bien pour eux avec la variante justement 0-3 ans, dans laquelle ils vont juste aller piocher, aller sentir l'objet dans le sac, le sortir, et puis on n'a même pas besoin de limite de le nommer, hein. Il est vraiment dans la découverte du toucher, de l'odeur, lui faire sentir, etc. Ils sont aussi dans les petites choses. Ça veut dire que le fait de se mettre à quatre pattes, limite allongé par terre, à voir les petites choses sur lesquelles eux ont plus de proximité, c'est quelque chose qui est très recommandé aussi pour les plus petits. Donc, ne pas hésiter à se mettre à leur niveau et dans la terre, aller voir les petites choses, donc les petites bébêtes. Parfois, ils vont les voir, nous, on ne va même pas les voir du haut de nos 1 mètre et plus. Donc, voilà. En fait, dans l'exploration. Ouais. En fait, ce que j'aurais envie de dire, c'est en fait, je pense que finalement, ce qu'on fait dans la nature importe moins que le temps qu'on y passe. Sincèrement, aller faire la sieste dehors, manger dehors, passer votre journée dehors de 8h du matin à 18h. Et il va se passer plein de choses. Et la nature, elle est là, elle est dans le vent, elle est dans la lumière, elle est dans le ciel qui change. Tout ça, c'est naturel. En fait, notre génome est fait pour vivre comme des hommes, presque des cavernes. On n'a pas changé depuis lors. Et c'est ça notre milieu naturel, c'est là qu'on se forme notre immunité. C'est là qu'il y a un nombre de sensations à l'extérieur qui est 100 fois plus important qu'à l'intérieur. Ne nous limitons pas. Passons du temps dehors, peu importe ce qu'on y fait en fait. Faisons confiance à la nature, c'est notre maison, c'est notre... voilà. Moi, et faisons confiance aux enfants, ils vont y trouver de l'intérêt en fait. C'est tellement riche. Merci. Ils sont explorateurs. Super conclusion presque pour ce webinaire. Excuse-moi Pascal, je t'ai parlé dessus. Je voulais ramener à quelque chose de plus terre à terre après cette belle... je suis tout à fait d'accord avec... je partage tout à fait ce que tu as dit Isabelle, que pour réussir aussi les sorties avec les enfants, il ne faut pas viser trop haut, il ne faut pas viser trop compliqué. Parfois, les parents, on prévoit une immense randonnée, une immense balade, et ça se termine mal parce que les enfants ils sont fatigués, que les enfants, en effet, c'est ce que tu as dit Nora qui m'y a fait penser, ils voient tous les détails. Eux, quand ils marchent, ils voient tout. Ils regardent tous les détails. Donc voilà, il ne faut pas viser des sorties trop éloignées. Il faut vraiment se mettre à leur... rester au rythme des enfants pour que la balade pour que les sorties soient agréables. Et je te laisse la parole, Pascal. Ben justement, ça rejoint ce que j'allais dire, puisque en fait, les enfants, ce qui les intéresse, c'est d'explorer, quel que soit l'âge, hein, de 0 à plus. Donc l'exploration, c'est vraiment c'est ça qui va les motiver le plus. Donc effectivement, faire une grande marche d'approche, longue, etc., ça va un petit peu être démotivant. Il vaut mieux plutôt passer du temps dans une zone assez riche et puis leur permettre de circuler dans un espace mais fixe, plutôt que d'arpenter des chemins pendant des heures où nous, avec notre logique d'adulte, on va avoir envie d'avancer et eux, ils vont avoir qu'une seule envie, c'est de s'arrêter à tous les brins d'herbe, quoi. Donc, ouais, l'exploration par tous les sens, c'est ça qui va être le plus moteur pour moi avec les enfants dans la nature. Donc, ne pas aller trop vite d'un endroit à un autre, prendre le temps de rester quelque part. S'il y a quelque chose qui les intéresse, c'est plus important que de faire des kilomètres à pied, quoi. Et moi, j'ai une expression que j'utilise souvent, c'est tirer le fil. Utiliser ce que eux sont en train d'explorer justement une découverte et on tire le fil de leur intérêt pour finalement faire un jeu dont on n'avait pas du tout prévu faire, et on n'avait pas du tout imaginé, ou rentrer dans une autre exploration pour pas se sentir frustré, parce qu'il y a des possibilités aussi. Tu disais tout à l'heure, à SIAC, des fois, on veut avoir on a plein de projets et après, on met la barre trop haut et en fait, on est déçu parce qu'on a fait la moitié du quart de ce qu'on avait souhaité faire. Et on ressent de la frustration. Et donc, en fait, finalement, ce n'est pas très agréable pour personne.
le but, enfin, vraiment, souvent toujours le plaisir, observons le plaisir de l'enfant. Et OK, on n'a pas fait la liste qu'on avait prévu de faire, mais ce n'est pas grave parce qu'à côté, on a fait ça qui n'était pas prévu. Et c'est eux qui ont amené l'idée et ce n'est pas nous. Et le but, en fait, c'est que ça vienne d'eux, finalement. Nous, on plante la graine, on arrose et en fait, c'est eux qui font pousser, quoi. C'est eux qui allument le feu. Enfin, voilà, c'est eux qui nous sont porteurs, c'est eux qui nous portent. Merci à eux. Parfait. Ben, merci à vous tous, vous toutes et vous tous. Il est 21h35, mais on peut prendre d'autres questions hein, s'il y en a qui n'avaient pas encore osé prendre la parole ou qui n'avaient pas encore eu l'inspiration. Mais on va bientôt se quitter. Je reste sur ma bibliographie. Si vous voulez en apprendre plus là-dessus, je fais la petite pub aussi pour une personne qui est membre aussi du réseau et d'autres. Hein. Il existe ce livre « Emmener les enfants dehors », donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est Christelle Ferjou et Moïna Fauché de la Vigne qui vous expliquent hein, comment la nature est essentielle au développement de l'enfant, en fait, avec l'expérience de Christelle Ferjou, qui est institutrice notamment. Et qui a embarqué cette aventure. Donc voilà. Ensuite, Alice, vous pouvez activer votre demande directement. Voilà. Oui, bonsoir tout le monde. C'est pas tant une question, c'est plus un petit témoignage rapide. Moi, j'étais éducatrice en nature, ce qu'on appelle mentor en nature à Montréal, au Canada, pendant plusieurs années. Et avec les tout petits, alors c'était pas les 0-3 ans, c'était les 4-6 ans. On faisait des balades en nature, on allait, moi je me souviens les avoir vus s'émerveiller devant des souris pendant une bonne demi-heure. Et on racontait beaucoup d'histoires et on faisait quelque chose qui est très très simple à faire, c'est le sit spot. C'est aller trouver sa place médecine, un lieu qui nous appelle. Et puis ça devient en fait notre... moi, je perçois un peu ça comme mon petit temple sacré, le lieu auquel je vais pour me réconforter, pour me poser, pour m'ancrer. Ça peut être adossé contre un arbre, ça peut être un petit coin qui nous appelle. Et surprenamment, les petits, en fait, ils se prennent au jeu. Ça peut prendre du temps de rentrer dans cette routine-là, d'aller régulièrement à son six spot. Mais j'entends beaucoup de témoignages de petits qui se prennent au jeu. Et moi, j'ai vu des petits de 4 ans me tirer par la manche par -30 à Montréal et me dire quand est-ce qu'on va au six spot. Et j'en revenais pas, quoi. C'était vraiment les petits qui m'amenaient, qui généraient pour moi de l'enthousiasme et qui allumaient un peu la flamme intérieure. Donc quelque chose d'hyper simple qui consiste juste à aller s'asseoir en nature, ça génère déjà quelque chose. Voilà, j'avais envie de partager ça en réponse aux différentes questions. Merci. Merci. Et en tant qu'adulte aussi, c'est extrêmement agréable. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Merci. Ben, merci à tous. Merci à toi. Il y a une dernière intervention. Eh ben, merci alors pour votre présence et merci aux présentatrices, c'était super. Donc le webinaire est enregistré, on vous l'enverra dès qu'il sera extrait, compacté et envoyable. Voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.